Salut les terriens, bienvenue pour ce journal de la Starbase du samedi, avec au programme de ce soir une sortie en grande pompe de la future star de l'orbite, le B12, qui a lentement défilé sous le feu des projecteurs avant de se rendre sur le site de lancement. Des chantiers disséminés aux quatre coins de Boca Chica pour le plus grand plaisir des inspecteurs des travaux que vous êtes, et pour le nôtre également, on va pas se mentir, avec également un tour d'inspection du côté du second pas de tir, que la tempête Beryl a quelque peu retardé. Enfin, nous nous intéresserons au bouclier du S-30 qui est en train de revoir sa tenue de soirée pour le 5e vol, dont au passage nous connaissons plus ou moins désormais la date. Bon, vous êtes prêts ? Allez-y, on décolle pour le Texas. Merci Quentin, effectivement on a un programme chargé ce soir et pour commencer tout en douceur, un peu de teasing façon SpaceX pour ces prochaines semaines avec la sortie scénarisée du B12 du premier méga B, ou devrais-je dire de la sortie en grande pompe de la future star du prochain vol. Avec la Star Factory en fond et un site de production qui est de plus en plus abouti, le booster est filmé tout comme s'il participait à un défilé de haute couture. L'entreprise d'Elon Musk, vous le savez sans doute si vous nous suivez régulièrement, aime bien mettre en scène ses prototypes avant chaque lancement afin de faire monter la pression et de mettre à l'honneur tout le travail qui est fait en amont, ce qui peut se comprendre. Notez que la future campagne de test du booster va commencer très bientôt, on en reparle dès que nous serons sur le site de lancement. Ces bandes annonces sont désormais un véritable rituel et différencient vraiment SpaceX dans le paysage des autres entreprises dont l'activité est tournée vers l'espace. Certains artistes numériques sont un peu plus discrets, mais dans l'ombre des réseaux fournissent également un travail remarquable, et vous savez qu'on aime bien vous les faire découvrir ici souvent à l'occasion des news légères. Retenez bien ce nom, Lewis Knaggs, car il sera de plus en plus sollicité pour produire de nombreuses animations 3D en rapport avec le Starship, en tout cas si l'on en juge par le souci du détail qu'il a, à l'instar de Ryan Hansen Space. Intéressant de voir que Lewis a reproduit ici certaines des vues en rapport avec des phases de vol cruciales telles que le hot staging, la séparation à chaud des deux étages, lors de la dernière tentative du Starship, pour rappel la 4e, qui a été un véritable succès. Allez, rendons-nous sur le site de lancement où la pluie balayait encore les lieux en tout début de semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'après le passage de la tempête Beryl, on constate qu'il n'y a pas de dégâts majeurs. On apprend également que la tempête a finalement contourné les différents sites de la Starbase. Cette info, on la doit à Vixie, qui est restée fidèle au poste malgré des conditions climatiques épouvantables. Elle nous confie au passage son émerveillement pour la nature, même lorsqu'elle est un peu, je cite, en colère, tout en précisant qu'elle espère que ceux qui ont été touchés sont bien sains et saufs. Espérons-le aussi, mais notez que toutes sortes de mesures de sécurité, vous vous en doutez, ont été prises en amont pour éviter des pertes humaines ou matérielles. Quoi qu'il en soit, la nouvelle grue chargée d'assembler la seconde tour orbitale, nommée T-Rex par les équipes de SpaceX, est sortie de son sommeil et s'est lentement relevée. Puisque nous évoquions tout à l'heure les différentes tentatives du Starship, sachez que le PDG de SpaceX a récemment annoncé dans un tweet, le 4 juillet dernier, date anniversaire de l'Independence Day des États-Unis, qu'ils étaient prêts pour le 5e vol. Ce qui, vous en conviendrez, chez M. Musk n'est pas forcément une indication précise, mais il a ensuite enchaîné par un autre post le même jour dans lequel il précise cette fois que le Starship serait lancé dans 4 semaines. Bref, notez-le bien sur vos agendas les terriens car cela nous emmène directement au tout début de ce mois d'août. Et oui, je suis au regret de vous dire que vous allez encore vous faire charrier par votre entourage avec cette obsession que vous avez pour le Starship puisque même à la plage, les pieds dans l'eau, vous ne pourrez vous empêcher de suivre ce tir depuis Boca Chica. Mais chaque chose en son temps, même si SpaceX, comme à son habitude, va très vite. En effet, après avoir quitté le gigantesque hangar, paradé sur la route, vous apprécierez au passage la technologie qu'a développée l'entreprise pour le transport de ses prototypes, nous retrouvons le B12 sur le pas de tir, qui s'est jeté dans les bras de la tour, les fameux chopsticks, qui après l'avoir soulevé l'ont délicatement installé sur la table orbitale. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça fleure bon le 5e vol. Bon, pas d'emballement non plus, ce n'est que le début de la campagne de test. Notez également qu'il n'a pas sa section de séparation à chaud, ce hot staging qu'il recevra plus tard, juste avant l'assemblage avec le S-30, sur lequel on revient d'ailleurs dans quelques instants. Notez que le B12 est déjà sollicité, à peine arrivé sur le pas de tir, à peine installé sur la table orbitale et en pleine nuit.
Et oui, SpaceX optimise chaque credo de son agenda pour ne perdre aucune de ses précieuses secondes. Nous avons eu le droit alors à un joli éventage, ou ventilation si vous préférez, du réservoir supérieur de méthane. Pour rappel, le réservoir inférieur d'oxygène est quant à lui équipé de cloches qui forment des sortes de tuyères sur ses évents afin d'améliorer la poussée induite. Il s'agissait donc d'une simple purge et vérification du bon fonctionnement des vannes des évents, puisque le réservoir n'était pas rempli comme à chaque éventage et qu'aucune ligne blanche n'est apparue sur la coque externe du booster. Les équipes du Stage Zero ont profité de la présence du booster sur la table orbitale pour tester le panneau à déconnexion rapide, le BQD, et vérifier à la fois son ajustement, sa vélocité et plus généralement son bon fonctionnement. Notez que Vixie se trompe dans son tweet, ça peut arriver en nommant le premier étage B13. Et ce n'est pas moi qui vais lui jeter la pierre, puisqu'on finit par se perdre un peu avec tous ces prototypes de la V1 du Starship. Il s'agit bien ici du B12 qui propulsera, si tout se passe bien le mois prochain, son deuxième étage, le S30. Récemment, des équipes se sont succédées sur le QD Arm de la tour orbitale, qui pour rappel permet de ravitailler le deuxième étage de la fusée. Grâce à la grue présente sur le pas de tir, ils ont procédé avec beaucoup de précautions au remplacement d'un conduit cryogénique, en l'occurrence ici le tuyau d'alimentation en oxygène liquide, qui pour rappel également est relié directement au réservoir de la ferme à ergols reconfiguré il y a peu. Alors il serait intéressant de voir si à terme, bien après l'assemblage de cette seconde tour de Boca Chica, on verra une V2 mieux protégée ou en tout cas modifiée du QD Arm et de sa platine de connexion, et tandis que la Starbase sort de sa torpeur et que les opérations reprennent lentement mais sûrement après le passage de la tempête Beryl, le chantier du second pas de tir reprend lui aussi avec le premier segment de la tour que les équipes de SpaceX ont finalement bougé, sans doute afin de lui octroyer une place plus appropriée en vue d'un soulèvement par la grue qui ne saurait plus tarder maintenant. Nous vous parlions récemment de ces supports noirs que nous pensions alors être des rajouts greffés sur chaque segment de la future tour afin d'augmenter sa hauteur, une théorie développée au passage par les équipes de What About It mais qui semblerait au final caduque. En effet, ces 4 pieds noirs seraient plutôt des adapteurs qui serviraient d'ajustement entre la base de la tour et le premier segment afin de mieux raccorder et de mieux faire coïncider ces deux parties. Un peu plus tard, la flèche de la grue allait être raccordée à ce fameux premier segment. À l'heure où j'écris cette vidéo, il semble que l'opération n'ait pas encore commencé, mais cela ne devrait plus tarder à présent, ce chantier étant l'une des priorités actuelles de l'entreprise, donc affaire à suivre. Avant de quitter le site de lancement, pour la suite de notre tour d'inspection, je souhaitais vous montrer la ferme à ergols grâce au récent survol de Mauricio, afin que vous puissiez voir l'avancée des travaux dans ce chantier qui vise à réorganiser complètement la façon dont SpaceX stocke ses ergols. Vous apercevez ici les restes du démantèlement qui s'est étalé sur plusieurs semaines avec les bases des réservoirs verticaux qui n'ont pas encore été retirés mais qui devraient l'être très bientôt. Une page se tourne donc définitivement à la Starbase. Laissons le passé derrière nous et faisons un point sur les prototypes à présent. Avec le S31 de retour sur le site de production, après avoir réussi ses premiers tests cryogéniques 2 en tout sur le site de Massey. Un prototype qui, rappelez-vous, avait été victime d'un feu électrique le 12 mai dernier, mais qui semble depuis, après une convalescence forcée de quelques semaines, avoir récupéré toutes ses capacités. Pendant ce transport, les équipes ont installé le palonnier dans le second mégabay en le raccordant au port roulant. Le S31 a ensuite été placé à l'intérieur du gigantesque hangar afin d'être ensuite soulevé à l'aide de ce dernier pour être placé finalement sur un stand d'installation moteur dédié. En tout cas, c'était ce qu'on imaginait au départ, mais la manœuvre a été quelque peu retardée pour des raisons techniques qui montrent que cette procédure, encore toute récente, n'est pas forcément encore tout à fait au point. On a d'abord pensé que le S31 allait sans doute être transporté juste en face sur le site de Sanchez pour être finalement stationné temporairement sur le Rocket Garden, mais il n'en fut rien. En fin de compte, le prototype a bien été soulevé par le palonnier et placé sur son stand. Pour rappel, le S31 sera la star du 6e vol en compagnie du B13. Un B13 qui pour rappel est toujours dans le premier mégabay et qui s'était déjà livré à des tests cryogéniques en avril dernier, ce qui fait que ce prototype de premier étage pourrait d'ores et déjà poursuivre sa campagne de test en enchaînant sans plus attendre un tir statique. Un passage obligé pour chaque booster qui prétend envoyer en orbite un deuxième étage, sauf que son heure n'est pas encore arrivée. En effet, le B13 devra encore attendre que le 5e vol soit passé afin de pouvoir reprendre sa campagne de test et rentrer dans l'histoire à son tour en participant à ce 6e vol.
Mais laissons là le couple S31B13 car ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est bien le S30 qui, en compagnie du B12, que nous avons visité tout à l'heure sur le site de lancement, s'envolera probablement en début août pour une nouvelle et épique tentative lors de ce fameux 5e vol que nous attendons tous avec impatience. Pour l'instant, le prototype du 2e étage est toujours dans le High Bay, le plus petit des 3 hangars, flanqué d'échafaudages avec toujours autour de lui une flopée d'équipements de nacelles et d'ouvriers de SpaceX qui s'appliquent à lui redorer le blason, si je puis dire, bref, à le doter d'un nouveau bouclier thermique. Les informations sur ce dernier nous parviennent un peu au compte-gouttes, mais on sait désormais que plusieurs changements sont en cours, avec notamment le choix d'un autre type de colle pour les tuiles placées sur la coiffe du vaisseau. Ce chantier, qui pour rappel consiste à placer aux endroits névralgiques du 2e étage, en l'occurrence sur le nez du prototype et sur ses ailerons, une sous-couche composée d'un matériau ablatif, est une nouveauté totale puisqu'il est une mesure prise juste après le 4e vol. Cette sous-couche dont on parle régulièrement depuis quelques semaines, qui est plus mince et plus légère, se trouve être du Piron, un nom commercial déposé pour les fibres de polyacrylonitrile produites par Zoltech. En gros, ce sont des fibres de carbone transformées en fils qui sont ensuite tissées entre eux afin de remplacer la laine de céramique dans les zones les plus à risque. Ce matériau est donc disposé sous la forme de panneaux qui laissent toutefois percer les fixations destinées aux tuiles. Notez que les 18 000 Starbrick seront bien remplacés par des tuiles plus épaisses, plus denses et donc plus résistantes. Alors est-ce qu'à terme, l'entreprise reproduira ce même procédé d'installation sur les prototypes suivants ? Nous devrions vite être fixés avec probablement, après le 5e vol, en fonction des données récoltées, le même chantier sur le bouclier du S31 ou non. Mais attention, comme toujours, restons prudents puisqu'il s'agit ici du développement d'un prototype et que beaucoup de choses peuvent encore évoluer. Notez que grâce au S29 et grâce à sa rentrée atmosphérique lors du 4e vol, on sait avec certitude à présent que le vaisseau est résilient dans le cas d'une perte de tuiles sur son ventre au niveau de ses réservoirs. Il est en effet intéressant de pointer le fait que le vaisseau n'a pas explosé lors de cette étape cruciale et à haut risque de la rentrée atmosphérique, alors qu'il a probablement dû perdre quelques tuiles quand même. Allez, avant de nous rendre sur le site de Massey, faisons un petit détour en amont des sites de la Starbase avec une vue aérienne de l'espace qui sera consacrée au futur centre commercial que nous avions évoqué il y a quelques mois de cela, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce petit bout de terrain, petit c'est bien évidemment une façon de parler, sur lequel a déjà commencé la construction, après des semaines et des semaines de terrassement, ne devrait pas tarder à voir apparaître ses premières fondations. Pour rappel, il sera vraiment dédié aux employés de la Starbase comme arrière-cour consacré à la détente, un lieu pour se restaurer ou faire du shopping. L'histoire ne dit pas s'il y aura un magasin souvenir pour acheter des tuiles de Starship récupérées dans le golfe du Mexique avec un certificat d'authenticité bien sûr. Bon, en attendant de pouvoir faire les touristes avec vous dans ce centre commercial, faisons un tour rapide sur le site de Massey qui, en plus de montrer désormais un visage bien lisse et bien propre, semble avoir définitivement terminé sa mue. Le dernier survol de Maurizio, via les images qu'il a ramenées, semble en tout cas en attester, à l'instar du déluge dédié aux déviateurs de flammes, du nouveau stand de tir statique qui bénéficie d'un réseau de conduits de couleur noire flambant neuf. Intéressant de noter qu'au passage, il semble que de la rouille apparaisse déjà. Mais lorsque Maurizio zoome sur le cliché, il émet alors l'hypothèse que ce soit en fait de la boue qui, suite à une nouvelle purge du système, ait été retirée. Bon, on essaiera de vous tenir informés là-dessus. Enfin, une fois et n'est pas coutume, rendons-nous sur le site de SpaceX qui est dédié au test des Raptors. Je veux bien sûr parler du site de McGregor au Texas. Alors non, pour le coup, ce n'est pas un survol effectué par les équipes de Maurizio, mais par Adam Kucker, dont vous trouverez le lien vers son profil en description de cette vidéo. Il a récemment effectué une tournée au-dessus du site de SpaceX, donc au tout début du mois de juillet, l'occasion pour nous de constater que des nouveaux travaux de terrassement ont bien lieu et sont encore actuellement en cours à l'est du site. Il semble qu'un nouveau stand vertical dédié au moteur Raptor soit en cours de construction. En effet, pour l'entreprise, il s'agit de pouvoir suivre la cadence et pour être en mesure de lancer grosso modo 2 étages tous les 2 mois, il lui faut être en mesure également et en amont de pouvoir tester sur une cadence plus élevée les moteurs dédiés à son Starship. Quand on sait qu'en plus le booster va passer de 33 moteurs à 35 sous sa jupe, cette augmentation des capacités de test du site ne semble pas être du luxe. Notez que récemment, des tests de réallumage de Raptor ont été menés sur le stand vertical du site de McGregor, 5 en tout, et ceci dans la dernière semaine du mois de juin.
Les 4 premiers tests ont d'abord procédé comme suit, à savoir un allumage pendant 30 secondes, suivi d'un temps de pause assez court avec à nouveau un allumage de 20 secondes. Lors du dernier de ces tests, un temps de pause assez long de 1h40 a été enregistré entre chaque allumage. Voyez les terriens, ce ne sont pas uniquement les différents sites de la Starbase qui sont optimisés et réagencés, mais également des sites tels que celui de MacGregor afin d'augmenter les cadences de test et de production à tous les niveaux. Et voilà les terriens, merci encore pour votre participation et pour nous avoir prêté une fois de plus votre œil de lynx pour ce tour d'inspection du week-end. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, n'oubliez pas non plus le pouce en l'air de YouTube, et quant à nous on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. À très bientôt les terriens.